Alors, moi, c'est vrai, j'ai fait une partie de mes études à l'hôpital vétérinaire de l'Université de Montréal. Et de ce fait, j'ai découvert les belugas, la communauté des belugas du Saint-Laurent. J'ai passé du temps parmi tous ces belugas. Je sais donc que les belugas du Saint-Laurent sont une population qui a dérivé génétiquement des belugas arctiques et subarctiques, et ils sont dans le Saint-Laurent pendant tout l'été. Cette communauté, au début du XXe siècle, elle était composée d'environ 10 000 individus. Aujourd'hui, elle est menacée d'extinction. Évidemment, si cette communauté est en déclin, c'est qu'elle est menacée par de multiples pollutions, par toutes les activités humaines, en fait. J'ai quelques divergences d'opinion et de stratégie sur les stratégies qui auraient dû être adoptées pour réussir à maintenir en vie ce beluga. Un beluga a été observé dans la Tamise il y a 4 ans et nos amis anglais ne sont pas intervenus, ils l'ont juste observé, surveillé, supervisé, et finalement il semble que ce beluga soit ressorti tout seul de la Tamise. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une parenté? Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, est-ce que ce n'est pas le même individu, en fait, cet individu qui a déjà été observé dans la Tamise et qui, 4 ans plus tard, est observé faisant une incursion dans la Seine. Donc, encore une fois, ce type de comportement, c'est peut-être des comportements qui sont en relation avec les comportements naturels des belugas du Saint-Laurent, puisque ces belugas passent l'été dans le Saint-Laurent et la rivière Saguenay, et puis personne ne sait avec certitude où ils passent l'hiver. Donc il faut absolument que, de la même manière qu'il faudrait que ça a été effectué aussi sur l'orque, échoué il y a quelques mois sur les berges de Seine, il faut faire des prélèvements post-mortem, et il faut faire des analyses génétiques. Il faut absolument que, pour mieux réussir à sauver d'autres individus qui pourraient éventuellement faire les mêmes incursions dans la Seine, il faut qu'on sache d'où ils viennent, connaître leur biologie, connaître leurs origines, connaître donc leur comportement. C'est ça qui peut-être permettra de prendre les bonnes décisions. Les belugas du Saint-Laurent, ça fait donc plusieurs millénaires qu'ils vivent dans des eaux de moindre salinité. On a observé en 2012 un beluga qui est arrivé jusqu'à Montréal, lui aussi, manifestement, puisqu'on ne l'a pas retrouvé échoué sur les berges du Saint-Laurent, il est reparti seul. Le beluga qui a été extrait de l'écluse et qui était déjà captif dans l'écluse, donc un niveau de stress extrême et dont la condition physique avait été déjà jugée simplement par l'observation dans le bassin très défavorable, et ben ce beluga, il a dû être épuisé par les 6 heures de lutte qui ont été nécessaires pour le piéger dans le filet. Puis, il y a eu encore 6 heures, je crois, entre le moment où il est parti en camion réfrigéré, donc il y a quand même un risque de choc thermique, et dans le camion réfrigéré, il était à l'air libre, il était soumis à la pression atmosphérique. Et on sait que des animaux, des mammifères marins si lourds, qui pendant autant d'heures vont être soumis à la pression atmosphérique, ils vont présenter des lésions de myoglobinurie, leurs muscles s'écrasent et la myoglobine passe dans le sang, puis dans l'appareil urinaire, et ça c'est toxique pour les reins. Si on s'était tourné vers ceux qui ont réussi le seul sauvetage avéré à ce jour de beluga, la seule relocalisation, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 4 ans, c'était au Nouveau-Brunswick, dans une rivière, la rivière Nipisiguit, et un tout jeune beluga qui pesait environ 150 à 200 kilos seulement, ce qui n'est pas du tout comparable. Il s'était fait piéger par une mauvaise marée, manifestement, et il était dans un bassin de la rivière dont il ne pouvait s'extraire, et pour cette raison-là, et pour cette raison-là seulement, il y a eu une décision d'intervention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les experts du GREM, le groupement de recherche et d'études sur les mammifères marins. C'est un groupement scientifique qui a vraiment
énorme expertise sur les belugas du Saint-Laurent. Et puis, malgré cela, quand ils ont décidé de faire cette relocalisation, ils se sont adressés à des équipes du Shedd Aquarium de Chicago et de l'Aquarium de Vancouver, où il y a effectivement des belugas qui ont été hébergés et qui sont peut-être encore hébergés aujourd'hui, et certains belugas étant même entraînés. Et du coup, ça, ce sont des experts. On sait qu'il y a ce précédent. C'est le seul. C'était il y a quelques années à peine. Eh bien, moi, j'aurais spontanément fait appel à eux. Je leur aurais demandé de venir sur place. Je leur aurais adressé moult vidéos. Et avec eux, j'aurais brainstormé. Pour moi, on est resté trop franco-français, trop gaulois là. Et je crains que les décisions qui ont été prises n'aient pas été les meilleures. Moi, j'aurais certes utilisé cette écluse et une captivité pour éventuellement, évidemment, essayer de faire du nourrissage, mais un animal sauvage qui est captif, il est tellement stressé que probablement rien qu'à cause de ça, il n'aurait pas répondu au nourrissage. Et je l'aurais évidemment, tout ce qu'ils ont fait, c'est très bien des poissons de mer, des harengs, des truites vivantes. Bon, ça ne l'a pas intéressé, peut-être même des mollusques et des crustacés. On lui a administré des vitamines et même des antibiotiques. Tout ça, c'est très bien. Avant de prendre tout ce risque, moi, j'aurais fait un prélèvement. La technique est connue. C'est le docteur Stéphane Lair qui est à la tête de la chaire de faculté de médecine zoologique de justement l'hôpital vétérinaire de l'Université de Montréal, donc docteur Stéphane Lair. Il a mis au point une technique où par fléchage, en fait par fléchette, on peut faire une biopsie de peau et de graisse et à partir de là faire des analyses génétiques, connaître la provenance, c'est très rapide, connaître la provenance de l'individu. Et évidemment, si on sait qu'il vient des belugas qui ont l'habitude d'eau de moindre salinité, on ne va pas prendre les mêmes décisions que si on sait par exemple qu'il vient de communautés de belugas qui, elles, vivent tout le temps dans des eaux très salées. Ça, c'est ce qu'il me semble qu'il aurait fallu faire. Le problème, c'est que dans la tête d'un humain, il y a les émotions et puis il y a la raison. Et trop souvent, quand on veut protéger des individus, quand on veut leur sauver la vie, on donne, nous, et c'est normal, on a de l'empathie, c'est normal, on donne un poids énorme à nos émotions et peut-être pas assez au raisonnement. Nous aurons de toute façon des données complémentaires, des faits complémentaires. Comment ? Eh bien, par l'autopsie. J'espère que l'autopsie ne révélera pas que cet individu était atteint d'un cancer de l'appareil digestif, que cet individu avait l'appareil digestif plein de corps étrangers. Les corps étrangers, ça peut causer des occlusions. Les corps étrangers, ça peut, selon leur composition, leur nature, ça peut intoxiquer l'individu avec le temps, parce que des composants chimiques peuvent se répandre dans son organisme. Je sais que les belugas du Saint-Laurent, on a vraiment suspecté pour beaucoup d'entre eux qu'il y ait une algue toxique, toxique pour eux, qui sécrète des neurotoxines et qui affecte leur comportement. On aura des réponses de l'autopsie. Et puis surtout, il faut que l'autopsie, on en profite pour faire des analyses toxicologiques très approfondies et des analyses génétiques pour connaître la provenance de cet individu. Voilà, c'est une histoire triste, ça a mobilisé les Français, ça a mobilisé le monde entier. Encore une fois, j'adresse toute ma compassion à les dizaines et dizaines d'individus qui ont essayé de sauver cette bête. Pour conclure, je ferai référence à la charte éthique du GREM, le groupement de recherche et d'études sur les mammifères marins québécois, et fondé et présidé par Robert Michaud. Et donc le GREM, sa charte éthique, c'est quand il y a un beluga qui est trouvé très en avant dans l'amont du Saint-Laurent, comme par exemple celui de Montréal, eh bien, la plupart du temps, on n'intervient pas. On supervise, on observe, mais on n'intervient pas. Je pense qu'on aurait vraiment dû s'inspirer de cette charte éthique.